Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous, Zulf Lawan. Euh, il est indispensable de continuer de travailler pour notre patrie, hein. Il est indispensable de continuer à agir pour le bien-être de la nation algérienne. Il est obligatoire. Il est obligatoire de faire l'impossible pour la sauver de ce cataclysme dans lequel la mise, dans lequel la mise l'actuel état-major de l'armée et l'actuel prétendu chef de l'État. Pour ce jour, nous sommes le 2 décembre. 2 décembre, c'est ça? Vendredi 2 décembre, je vais axer sur toujours les droits de l'homme, mais avec un croisement, en essayant de croiser des relations internationales, de l'économie et d'autres événements internationaux qui se sont produits en l'espace de 15-20 jours. De 15 jours. Et il est évident que vous devez avoir en tête, en esprit, toujours des chiffres, des enjeux quantifiés. Des enjeux quantifiés. La quantification nous permet de mesurer ou d'avoir au moins une idée sur ce qui est manipulé et manipulable à travers les relations internationales, l'économie et les droits de l'homme. Pour les droits de l'homme, je préfère les droits de l'homme, l'état-major de l'armée, la présidence, prétendue présidence de l'Algérie et l'action de certains ministres algériens, euh, ont été déjà traités par le passé. S'il vous plaît, donc, sur certains aspects, j'éviterai le détail, bien sûr, mais je vous les indique ici. Ici, donc c'est il y a 3 ans de cela, hein, vous avez une intervention Algérie au chef d'état-major de l'armée algérienne, avril 2019. Hein. Avril 2019, c'est-à-dire quand a commencé le mouvement dévastateur qui a ruiné l'Algérie à cause de sa gestion calamiteuse pour l'état-major, justement. Donc là, c'est un message adressé au précédent chef d'état-major, euh, et à l'état-major, bien sûr, dans lequel j'ai abordé même les impacts, les impacts ravageurs que nous vivons actuellement, euh, à travers l'armée algérienne, hein. Les décisions du FMI, de la Banque mondiale, qui ont complètement détruit l'armée algérienne, hein. L'armée algérienne, actuellement, il faut éviter de se faire des illusions sur l'état de l'armée algérienne, hein. Je dis bien l'état de l'armée algérienne. C'est-à-dire, l'armée algérienne prise dans sa globalité. Bien sûr, l'armée algérienne ne fonctionne que grâce, ou du moins fonctionne sous la direction d'un état-major complètement à la dérive. Les mots que j'utilise sont graves. L'état-major de l'armée algérienne est à la dérive. Il ne comprend absolument rien à ce qui lui arrive à lui, à l'état-major, à ce qui est arrivé à l'Algérie, à ce qui va arriver à l'Algérie.
Donc là, il faut faire la distinction claire entre les soldats, les officiers subalternes, les officiers supérieurs et certains généraux patriotes qui arrivent à maintenir dans un certain fonctionnement l'armée algérienne dans sa globalité. Je vais reprendre ça à travers une information de l'APS, qui dit que le haut commandement de l'armée algérienne a organisé un séminaire sur les terres rares. Ça, je le reprendrai après. Deuxième intervention, donc il y a, elle est relativement récente. C'est Algérie, démographie, ratio de dépendance, état-major de l'armée et libération des détenus. Donc, Algérie, démographie, ratio de dépendance, c'est bourré de chiffres. C'est bourré de chiffres. Et bien sûr, la relation des chiffres, de la démographie, du ratio de dépendance, l'armée algérienne, bien sûr, et l'état de déliquescence dans lequel se retrouve notre pays. Donc aussi, la troisième intervention, elle est de 8 mois. Hein. De 8 mois, c'est un message à Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, et de David Malpass, Banque mondiale, Algérie, droits de l'homme, monnaie et économie. Je pense, je vérifie si elle n'est pas en anglais. Bon, celle que je viens de vous montrer, elle est en français. Et vous avez l'intervention aussi, Chérif Aïssat au président du Parlement européen pour l'arrêt de la guerre en Afrique du Nord. Hein. Le Parlement européen, il s'agit, je me suis adressé à David Sassoli, qui est décédé, ancien président donc du Parlement européen, quand le Parlement européen a mis la pression sur l'Algérie à travers justement le cheval de Troie que sont les droits de l'homme. Et il y a une autre intervention dans laquelle je me suis adressé à David Malpass, président de la Banque mondiale, en anglais. Et il y a dans l'intervention dans mon message à David Malpass, président de la Banque mondiale en anglais, la phrase clé, hein, la phrase clé, la phrase clé c'est the Algerian people isn't the garbage of the humanity. La nation algérienne, le peuple algérien n'est pas le déchet de l'humanité. C'est ça, hein, c'est la phrase clé. Bon, il y a d'autres aspects économiques que j'ai développés, bien sûr. Il s'agit de David Malpass, président de la Banque mondiale. Donc, comme je l'ai dit au départ, pour aujourd'hui, donc c'est les relations internationales, l'économie et les droits de l'homme. Hein, les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Avant de chercher les causes de la détérioration du massacre des Algériens à l'étranger, nous devons d'abord trouver ces raisons, les causes plutôt, il n'y a pas de raison, les causes de cette débandade, de cette série de crimes qui s'abat sur les Algériens en Algérie, série de crimes commis par des Algériens sur des Algériens en Algérie, mais il faudra trouver les raisons, les causes ailleurs aussi. Je commence par la bonne nouvelle. Je commence par une bonne nouvelle. La junte militaire malienne vient de prendre une décision. Cette décision consiste en le gel de tout octroi de licence d'exploitation minière au Mali.
c'est-à-dire l'exploitation minière par les étrangers, a été gelée par la junte militaire du Mali. Ça, c'est l'information positive. Donc, à travers cette décision, dans son aspect, disons, macroscopique, hein, c'est-à-dire dans une première lecture, c'est une décision courageuse, c'est une décision patriotique, donc qui doit inspirer ceux qui prétendent diriger l'Algérie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Elle vient du Mali, hein? Elle vient du Mali. Le Mali commence à devenir mieux, à se comporter mieux sur la scène internationale maintenant. Bien sûr, cette décision du Mali est-elle la conséquence de la décision d'Emmanuel Macron de limiter l'aide française pour le Mali juste à l'aide d'urgence? À l'aide d'urgence? Probablement que oui. Probablement que cette décision d'Emmanuel Macron y est pour quelque chose. Mais il faut savoir qu'Emmanuel Macron, actuellement, il est dans la déshérence politique. Il est dans la déshérence politique la plus totale. Elle est intégrale. Sa déshérence politique est totale. Même en étant en déshérence politique internationale, bon, pour la politique nationale française, ça, c'est le problème des Français. Même en étant en déshérence politique internationale, il continue à être le boss, le chef de l'état-major de l'armée algérienne et du prétendu président de la République. Alors là, des ministres, on n'en parle plus, hein, c'est-à-dire les ministres qui sont des exécutants. Donc, comme je l'ai dit, nous allons chercher les causes des violations des droits de l'homme, d'abord en Algérie, avant de les chercher ailleurs. En Algérie, s'il vous plaît, si je cite le ministre de la Justice de l'Algérie, c'est juste un lapsus de ma part. Si je cite le ministre de l'Intérieur de l'État algérien, c'est juste un lapsus de ma part. Les deux, en plus de l'état-major de l'armée, des généraux décideurs à l'intérieur de l'état-major, hein, parce qu'il y a des généraux qui sont là, vraiment, ils constituent juste un décorum. Donc, en plus des décideurs, des généraux décideurs dans l'armée algérienne, il y a deux personnes qui portent une immense part de responsabilité dans la violation des droits de l'homme en Algérie. Il y a deux. La première à citer, que je cite, est le gouverneur du Gourbi, de la chambre à gaz, du four crématoire, qui est la Banque d'Algérie. Le gouverneur de la Banque d'Algérie est responsable, plus que jusqu'au cou, jusqu'au front, dans la violation des droits de l'homme en Algérie et de ces condamnations à tort et à travers qui tombent sur la tête d'Algériens et d'Algériennes. Excluez le ministre de la Justice, s'il vous plaît. Excluez le ministre de l'Intérieur. Excluez-le. Les seuls mots que méritent ces deux ministères, c'est deux ministres. C'est des ministères de la honte. Sans plus, hein. Ce sont des ministères de la honte. En Algérie, la denrée la plus répandue dans la sphère politique et militaire, c'est le produit le plus répandu. C'est la honte.
elle est inexistante. L'inexistence de la honte dans la sphère politique en Algérie est la denrée la plus répandue. Hein, je dis bien, l'inexistence de la honte est la denrée la plus répandue. Y a-t-il un syllogisme? Tant pis. La deuxième personne, le deuxième ministre, toujours dissocier les vies privées et les dignités humaines de la fonction. Toujours, toujours, toujours. Parce que il faut tout le temps faire remonter vers le haut. Il faut il faut le forcer à venir forcer l'état-major de l'armée et la prétendue présidence de la République, la conciergerie de Macron. Allez vers le haut là. Allez vers le haut. Donc la deuxième personne, le ministre de l'économie et des finances, hein, ministre de l'économie ou ministre des finances ou ministre de l'économie et des finances, peu importe son appellation, pour être honnête, je n'ai absolument aucune idée. Je sais qu'il y a un ministre, c'est celui qui est parti à Washington et qui vient de faire une autre lecture de son charabia économique au Sénat. Il y a un chiffre que je vais utiliser, hein, de l'APS. Ce ministre est aussi responsable de la violation des droits de l'homme en Algérie, des condamnations criminelles qui sont prononcées contre des compatriotes algériens. Donc, voici les responsabilités en Algérie. Ministère de la Justice exclu, ministère de l'Intérieur exclu, la police algérienne exclue. Police civile, hein. Là. C'est des exécutants, quand bien même j'avais proposé hein, leur formation en droit de l'homme. Non, pour ça, l'État algérien a la sourde oreille. Bon. Gouverneur de la Banque d'Algérie et ministre de l'économie et des finances. Messieurs, allez, essayez de lire dans mes pensées. Essayez de lire dans mon pensée ce que je pense de vous. En tant que fonctionnaire, hein, en tant que fonctionnaire ou agent de l'État. Les vies privées, les dignités humaines, sont sacrées, sont inviolables, ou du moins de ma part. Un mot sur le côté international et je vais revenir vers le côté algérien. C'est-à-dire là maintenant, sur le côté algérien, violation des droits de l'homme en Algérie, il y a le cas de Farhat Mazerni Moula, sur lequel je vais revenir. Entre autres. Au niveau international, hier et avant-hier, Emmanuel Macron a fait une visite d'État aux États-Unis d'Amérique. Il est parti aux États-Unis, il est parti à Washington, il a eu un tête-à-tête avec le président des États-Unis d'Amérique. Il est parti. Dans ses gesticulations, il a dit au président des États-Unis d'Amérique qu'une certaine loi votée aux États-Unis d'Amérique va ruiner l'Europe. Je vais parler de cette loi parce que elle est en relation directe avec les droits de l'homme. Relation directe avec les droits de l'homme. C'est une loi économique qui a une relation directe avec les droits de l'homme.
Ensuite, je reviendrai sur cette histoire d'Emmanuel Macron aux États-Unis, etc., et tout ce qu'il fait là. C'est comme un noyé dans un océan agité. Il est en train de barboter dans un océan en tempête, en furie de problèmes qu'il a créés et qu'il est incapable de résoudre. La loi, la loi qu'a dénoncé Emmanuel Macron auprès du président des États-Unis. Elle porte, c'est the Inflation Act. C'est la loi votée par le Congrès des États-Unis d'Amérique pour lutter contre l'inflation. Actuellement, l'inflation est en train de saigner, elle est planétaire. L'inflation est planétaire. Mais étant donné que les États-Unis d'Amérique sont une puissance systémique, donc si les États-Unis d'Amérique arrivent à contrer l'inflation, tant mieux. Si les États-Unis d'Amérique échouent dans leur processus de contrer l'inflation, ça sera un cataclysme planétaire. Parce que les États-Unis d'Amérique sont une puissance systémique. Donc, sur quoi porte cette loi? La protection sociale des Américains. Okay? La protection sociale des Américains, c'est-à-dire à travers cette loi contre l'inflation qui a été votée par le Congrès des États-Unis d'Amérique, les Américains nécessiteux vont bénéficier d'une meilleure couverture de santé. OK? C'est-à-dire qu'il vient améliorer la loi dite Obamacare. Elle touche la santé aux États-Unis d'Amérique. Même si la loi vise l'abaissement de l'inflation, mais elle bénéficie aux droits sociaux des États-Unis des Américains. Ça, c'est la première. Deuxième volet de la loi, voté par le Congrès des États-Unis d'Amérique, concerne la réduction du déficit budgétaire des Américains. On a la réduction du déficit budgétaire, c'est-à-dire l'État fédéral va dépenser moins, va favoriser la réduction de l'inflation. En Algérie, le prétendu ministre de l'économie des finances qui est parti à Washington, etc. Je vais revenir sur le FMI à Washington maintenant, bientôt, hein, dit que le déficit public qui est abyssal, j'en ai parlé, abyssal, abyssam, abîme et les ténèbres, va être financé par le Fonds de régulation des réserves, le FRR. Pour ce ministre, l'économie est une connerie. La science économique, si tant est, elle est une science. Le plus gentil avec l'économie, dans la qualification de l'économie, a été John Maynard Keynes, il l'a qualifié d'une science sociale. Qu'est-ce que c'est qu'une science sociale? J'ignore. Mais Keynes a qualifié de science sociale, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus approximatif. Donc, l'économique est une connerie, est une batterie, est une série de conneries exécutées. Certaines conneries donnent des résultats positifs parce que une connerie vient contre une connerie, etc. Et il y a le comportement des individus, bien sûr. En termes de conneries économiques,
financer le déficit par le fonds de réserve, le fonds de régulation des réserves, le FRR, je peux dire mieux. Hein. En termes de conneries économiques, je peux dire mieux. Exemple d'une connerie meilleure que celle-ci. Un père de famille a des économies. Il a de l'épargne. Il a, disons, 10 000 dinars d'épargne dans un bas de laine. Hein. Il a mis 10 000 dinars dans une chaussette qu'il a foutu dans l'armoire de son épouse ou quelque part. Voilà. Un de ses enfants ou ses enfants tombent malades, en plus de s'endetter, il va consommer de cette épargne. C'est-à-dire, en plus de s'auto-créer un déficit, il va épuiser de cette épargne pour non pas combler le déficit, pour l'aggraver. Tu consommes par une dette et tu consommes dans ton épargne. Ça, c'est une connerie que ferait ce père de famille. Son épargne ou son fonds de réserve doit l'allouer à un investissement. Oui, ainsi il pourra s'endetter. C'est une connerie ce que je viens de dire. Mais c'est une connerie meilleure que celle de ce ministre. C'est une connerie qui a de l'allure par rapport à celle de ce ministre. Voilà maintenant. Nous allons passer à retour en arrière. Retour en arrière. Donc le dernier communiqué du FMI dit in 2022, je l'ai dit il y a une dizaine de jours, in 2022, the current account balance is forecast to record its first surplus since 2013. Voilà. Donc, ça, c'est le FMI. En 2022, il est prévu que la balance commerciale fasse son premier excédent depuis 2013. Il est prévu qu'elle fasse son premier excédent commercial depuis 2013 avec tout ce qui s'est passé sur le marché international de l'énergie. D'accord? C'est depuis 2013 jusqu'à 2022. De 2013 jusqu'à 2022, donc l'Algérie a fait des déficits. Simple. En 2015, j'étais l'unique Algérien à être radicalement contre la dévaluation du dinar algérien. Donc, après, de 2015 jusqu'à 2022, c'est-à-dire 7 ans après, le temps m'a donné raison. La dévaluation du dinar a aggravé le déficit de la balance commerciale. Donc, dévaluer le dinar a été une très très mauvaise solution malgré les aubaines dans la flambée des prix sur le marché de l'énergie. Voilà. Donc, le temps m'a donné raison sur ce point. Deuxième information qui tombe. Sachant que toutes les organisations sociales, syndicats, associations de ceci et de cela, syndicats de ceci et de cela, etc., sont contrôlés et contrôlables par la sécurité militaire algérienne. Quelle mouche a piqué ou bien quelle folie a soufflé dans la tête de ces syndicalistes qui demandent l'augmentation des salaires? Vous
demandez l'augmentation des salaires pour faire de l'agitation sociale, pour créer des événements du type octobre 88 et 2001. Est-ce que vous êtes doublement fou ou bien parce que vous êtes manipulé par la sécurité militaire, comme elle manipule la justice, comme elle manipule la police, comme elle manipule la gendarmerie, comme elle se manipule, comme ils se manipulent entre eux, etc. Est-ce que vous êtes fou là? Les syndicalistes, vous qui demandez à encore enfoncer les travailleurs, ok? Vous avez fait une réduction d'impôts. Vous avez eu l'inflation qui a explosé en Algérie. Donc la réduction d'impôts sur laquelle j'en ai parlé, hein, avec des chiffres bien sûr. Et dans la réduction d'impôts dans laquelle j'ai démontré le caractère criminel. Ces décisions, on les appelle des décisions à effet cliqué, c'est-à-dire il est difficile de revenir en arrière. Ça, c'est le côté. Bon. Comment vous présentez la chose? Je préfère reliquider la diplomatie algérienne rapidement. La diplomatie algérienne, en plus d'être stérile, inféconde, en plus d'être antipatriotique, en plus d'être criminelle, en plus d'être tout ce que vous voulez. Maintenant, elle commence à devenir dégoûtante. Ça y est, là. Il avait fallu des batailles atroces au niveau international pour que le Mali prenne une décision patriotique et pour qu'il vienne demander le secours de l'Algérie. Oh. J'en ai parlé là, sur la solidarité et l'action de l'Algérie en faveur du Mali et du Niger. Avec elle, ça fait une dizaine de jours, c'est tout. Hein. L'état-major de l'armée algérienne, pour montrer qu'il est là, qu'il va rester sans aucune modification, etc., commence à faire dans l'étalage médiatique, à s'exposer dans les journaux, dans les télévisions, sur Internet, du moins sur Internet. Moi, c'est mon unique source d'information. Il est temps de rentrer chez et au moins un groupe de généraux de l'état-major doivent avoir rentrer chez eux, c'est tout, point final. Allah. Si les colonels des années 60 jusqu'à 80 ont ruiné l'Algérie, d'un point de vue moral, hein, les généraux de 80 ont donné naissance aux généraux de 90, les janvieristes qui nous ont fait une guerre civile. Ceux des années 90 ont donné naissance ont ligué l'Algérie aux généraux des années 2000 qui nous ont fait un massacre en Kabylie, un génocide en Kabylie. Ceux de 2000 ont ligué l'Algérie à ceux de 2010, qui nous ont produit un chef d'État grabataire, un coup d'État ensuite, une série de constitutions complètement aussi criminelles les unes que les autres, des décisions économiques aussi catastrophiques, décisions d'économie militaire, hein, catastrophiques. Ceux de 2010, maintenant, ils ont cédé l'Algérie à une génération, aux généraux de 2020, qui vont nous produire une guerre civile
une guerre civile et une guerre avec les voisins. Cynisme de ma part. Si elle nous évite, si elle produit un nombre un nombre de morts, de blessés, de réfugiés, d'exilés inférieur à 1 million d'Algériens et d'Algériennes, nous devons être heureux. Ils vont nous produire 1 million d'exilés, de morts, de blessés, de pauvres, là. Ces généraux actuels, là. Bon, là, d'après l'APS, le haut commandement de l'armée a organisé un séminaire sur les terres rares. Sur les terres rares. Pour les terres rares, je vous renvoie à 2014 sur ce que j'ai dit sur les terres rares. Toutes les manigances qui se tournent autour de Terramine de Wadamizor à Hong Kong, à Singapour et à Melbourne en Australie, autour des terres rares, Wadamizor, Terramine, hein? D'accord? Les terres rares. Oh. Les généraux qui ont organisé ce séminaire, vous dire chapeau? À jamais de ma part. À jamais vous l'entendrez ça. Je vous dirais chapeau de faire émerger les hommes rares dans l'armée. Les hommes rares, ce sont les hommes rares chez les généraux algériens. Les hommes rares sont ces généraux qui aiment la patrie et qui doivent s'exprimer pour chasser les généraux qui sont en train de détruire la patrie. Au lieu de manipuler des innocents comme ceux que vous envoyez en prison, qui dénoncent certains généraux, qui dénoncent certains militaires, au lieu de les envoyer en prison avec des magistrats qui sont ce qu'ils sont. Et il faut organiser une action contre les généraux qui vous détruisent là. Vous organisez un séminaire sur les terres rares. Je vais vous dire quelles sont les terres rares. Les terres rares, il faudra les voir du côté de Wadamizor, de Ain Amenas, de Tamanrasset, de Garajabilet, etc. Ça, vous donnez ça gratuitement aux étrangers. Les terres rares. Vous avez le scandium, l'yttrium, le lantane, le cérium, le praséodyme, le néodyme, le prométhium, le samarium, l'europium, le gadolinium, le terbium, le terpium, le dysprosium, le holmium, l'herbium, le thollium, l'iterbium et le lutécium. Voici ce qui est appelé les terres rares. Les minerais classés comme terres rares. Et ce sont les hommes rares qui sont au sein de l'armée, de l'état-major. Les hommes rares. Et qu'il faudra mettre à la place de ces hommes, de ces généraux qui sont en train de ruiner la patria. Qui peuvent nous créer 1 million de morts. Millions morts, pauvres, handicapés, blessés, exilés, etc. Ce sont ceux-là, là. Arrêtez là. Ça fait, j'ai abattu la loi sur l'investissement. Je l'ai abattu parce que c'est une loi qui a été rédigée de l'étranger, imposée de l'étranger et exécutée par les Algériens. D'accord? Je vais vous parler, je vais vous donner, je vais éviter les chiffres. Hein. Les chiffres, j'en ai parlé là. Depuis la venue de Macron en Algérie, visite d'État, etc.,
Ils vous ont parlé de contrats de coopération, de mémorandums, etc. Avez-vous entendu parler de la consistance de ces contrats, de ces mémorandums d'accord? Avez-vous entendu parler? Pourtant, on dit la transparence, les ceci, les cela, etc., etc. C'est du pipeau. La loi, je vais vous juste quelques éléments, de la table des matières. Juste, c'est la table des matières de la loi sur Investissement Canada. Hein. La loi Investissement Canada, c'est une loi. Juste, c'est juste quelques mots de la table des matières. Là où il y a des chiffres, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Règles sur le... Juste quelques points. Règles sur le statut canadien. Application dans le temps. Les opinions écrites. Les dispositions transitoires. Loi sur les banques. Ça, c'est Investissement Canada. Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadien. Et je vais vous lire, je lis en anglais immédiatement, je suis en français. Hein. C'est la loi du Canada. Prohibition interdiction. A non-Canadian shall not implement an investment reviewable under this part unless the investment has been reviewed under this part and the minister is satisfied or is deemed to be satisfied that the investment is likely to be of net benefit to Canada. Net benefit Canada. To Canada. Bon. En français. C'est la loi. Hein? C'est la loi. Il est interdit à un non-Canadien d'effectuer un investissement sujet à l'examen au titre de la présente partie, sauf si cet investissement a été examiné en conformité avec la présente partie et si le ministre est d'avis ou est réputé être d'avis que l'investissement sera vraisemblablement à l'avantage net du Canada. C'est-à-dire, même si la loi, elle est soumise à la volonté politique. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, il y a le mot likely et, en français, vraisemblablement. Parce que c'est la loi du marché. Mais dans la loi dit que l'esprit de la loi impose que l'investissement étranger au Canada soit au bénéfice net du Canada. C'est-à-dire le Canada va gagner et l'étranger va gagner aussi. Mais c'est le Canada qui va gagner plus que l'étranger. OK? Un mot sur les terres rares maintenant et les investissements, etc. C'est en 2013, 2014, quelque chose comme ça. Quand les Chinois, qui ont le plus grand réservoir de terres rares au monde, ont voulu investir dans les terres rares au Canada. Vous savez que 90% du territoire canadien est inhabité. Immédiatement, l'ancien Premier ministre conservateur du Canada et son gouvernement et son assemblée ont modifié la loi sur l'investissement pour dire que les terres rares sont interdites d'exploitation par les étrangers. Voilà. Je vous ai donné la liste des terres rares, des minerais qualifiés comme terres rares. Les piles lithium, etc. Tous les gars. Ça, c'est pour les technologies futures. Chers compatriotes d'Algérie, s'il vous plaît, évitez de lire la presse française. Là, hein?
Évitez les émissions de télévision française, là, que vous captez par la parabole, là. Évitez-la. Ils vont vous rendre abrutis, ils vont vous rendre... ils vous abêtissent. Oh, entre parenthèses. Prenez un article de n'importe quel grand journal américain sur la visite de Macron aux États-Unis et prenez n'importe quel article d'un grand journal français comme ce minable journal Le Monde sur la visite de Macron en français. Lisez et comparez ce qui a été dit. Macron a reproché, s'il vous plaît, hein, il a reproché au président des États-Unis d'Amérique d'avoir voté d'avoir favorisé le vote d'une loi, parce que c'est le Congrès des États-Unis d'Amérique qui vote une loi en faveur des droits de l'homme, des droits de l'homme des Américains. Il a reproché au président des États-Unis d'Amérique d'avoir voté une loi, parce qu'il sait que cette loi a été votée. Et il sait que les Américains ne vont pas modifier la loi ou la supprimer ou l'abroger, etc., pour faire plaisir à Macron. C'est ce qu'on appelle faire de la politique, de la gesticulation. Il fait de la gesticulation, il fait du vent avec ses mots. Il fait du rire. La loi de lutte contre l'inflation aux États-Unis, elle est récente, hein. Elle a été appuyée par 126 personnalités, y compris les économistes les plus influents. Y compris certains économistes influents, pas les plus influents, certains économistes influents. Dans les 126 personnalités, il y a 6 ou 7 prix Nobel d'économie. Ils ont appuyé sur la loi sur l'inflation. En tête desquels, le nom qui me revient, que j'ai retenu parce que j'ai vu toute la liste, il y a certains noms, je les connais, d'autres pas. Il y a Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie les années 90, avec Akerlof. Mais par contre, il n'y a pas Akerlof. George Akerlof, le mari de Janet Yellen. George Akerlof est prix Nobel d'économie. Il ne figure pas dans la liste de ceux qui ont soutenu la loi sur l'inflation. Est absent qui d'autre? Un autre Nobel d'économie. Paul Krugman est absent de cette liste. Est-ce le syndrome Fisher dont ils ont peur? Bon, j'ignore, hein. Comme m'annonçait il y a à peu près, je l'ai dit, il y a à peu près 3 semaines, un mois, un séisme sur les banques en Algérie va se produire. Et c'est produit. Vous avez 7 banques publiques qui vont fusionner pour devenir une seule. 7 banques publiques, la BNA, la BEA, la BAD, la CPA, etc. On va rechercher le truc, là, toute la liste des banques. Les banques qui vont fusionner. Elles vont fusionner pourquoi? Parce que l'éclatement des banques qui a été décidé par l'UFMI avant, depuis les années 80, 90, hein, depuis les années 90. C'est l'UFMI qui a ordonné le démantèlement des banques, hein, les éclater en plusieurs banques. Maintenant, ils se sont rendus compte que ça ne marche pas. Et donc, il faudra les regrouper. Qu'est-ce qui va se passer? S'il vous plaît, je vais passer sur le détail économique, sur le détail financier, etc. Bon, quelques mots, hein. C'est-à-dire ils vont mutualiser toutes les pertes. Les banques publiques algériennes sont en banqueroute, hein. Elles sont en banqueroute. Les fusionner pour avoir une seule banque qui va faire banqueroute, tant pis.
C'est-à-dire ils vont éponger les déficits, etc. Ils vont faire de l'impunité sans démonétiser. Sans démonétiser, s'il vous plaît, là. Hein. Waouh! C'est-à-dire, toute personne qui a mal à la tête, etc., vont prendre du papier chiffon, ils vont l'envoyer du papier chiffon qui vont dire que c'est de l'argent algérien. Il faudra le mettre dans ces banques pour le blanchir. S'il vous plaît, une banque internationale algérienne à l'étranger sera ouverte à Paris, du moins en France. Et immédiatement après, elle sera suivie de deux autres, en Mauritanie et au Sénégal. Il y a de quoi vous parler en mettant sur mes mains la tête enfoncée dans le sol. Et vous parlez. C'est-à-dire, c'est plus qu'à l'envers. Faire une banque internationale algérienne à Alger et ouvrir une agence à Paris, ça pourrait avoir du sens, de l'allure. Mais faire une banque algérienne à l'étranger qui aura des agences en Algérie, il faut être vraiment... Il faut avoir des généraux de ce type et un prétendu chef de l'État de ce type pour accepter une telle connerie. Le FMI. Le FMI, hein, c'est le dernier compte rendu du FMI, du moins. Dernier avis, dernière publication du FMI, dernier communiqué. The mission commends the authorities' plans to improve data quality and availability and calls to prioritize actions in this area to better inform policy making and private sector decisions. En un mot, ils ont demandé, le FMI a demandé aux autorités publiques algériennes d'améliorer la qualité et la disponibilité de données. Hein? D'améliorer la qualité et la disponibilité des données. Les données dont a besoin le FMI sont des chiffres d'abord. Si les chiffres sont contre ce qu'il voit, il va ordonner de modifier la loi. Voilà. Il va dire aux députés, là, ce que vous payez, etc. Modifier cette loi, ils vont la modifier. Mais sur cette phrase, the mission commands the authorities' plans to improve data quality and availability and calls to prioritize actions in this area to better inform policy making and private sector decisions. Sur cette phrase, ceux qui veulent fouiller cette phrase doivent lire tous les communiqués au titre de l'article 4 des statuts du FMI concernant l'Algérie. Il doit y avoir au maximum, disons, peut-être une douzaine, maximum une douzaine. C'est-à-dire chercher depuis 2010 jusqu'à 2022. Tous les communiqués publié par le FMI au titre de l'article 4 de ces statuts. Sur Internet, quand vous avez le communiqué, vous faites CTRL F, c'est-à-dire chercher le mot données ou bien le mot qualité. Cherchez deux mots. Vous allez identifier à quelle année est apparue cette phrase. Quand vous aurez identifié à partir de quelle année est apparue cette phrase dans les communiqués du FMI, nous pourrons en discuter après. Maintenant, il y a comme je l'ai dit, les droits de l'homme maintenant. Ah, une information
de l'APS, un certain lord, hein, les lords anglais, hein, ceux qui, ont qui sont des humains, mais quand ils siègent, ils mettent une toge, ils mettent un truc sur la tête là, comme des pattes. Certain lord qui s'appelle Richard Risby a été reçu par celui de Saddam. Richard Risby. Donc, il faut voir. C'est un ancien fonctionnaire fonctionnaire, membre exécutif de Lehman Brothers, la banque qui a fait faillite, hein, aux États-Unis après dans les conséquences de 2008-2009, de la crise de subprime. Il a été reçu à Alger par celui qui est à Saddam, là. Hein. Donc maintenant, vous voyez comment le Royaume-Uni, les Anglais, les Anglo-Saxons qui contrôlent le monde, même s'ils ont perdu les instruments internationaux, contrôlent l'Algérie. Hein. Maintenant, vous avez compris pourquoi l'anglais a été imposé pour le primaire, catastrophe. Au lieu de l'imposer aux étudiants universitaires, là, l'université, pour qu'ils lisent en anglais. Ils veulent abrutir encore les enfants. Donc, il a été reçu par celui de Saddam. Celui-là, quand on dit que Lord Richard Risby de Lehman Brothers, etc., a été reçu, reçu à Alger, il faut voir ceux qui ont les noms qui sont cachés, qui sont tus, qui appartiennent à ces organisations qu'on appelle Bilderberg, trilatéral, etc., qui agissent en sourdine. Il prend son téléphone calmement, ou bien il vient s'installer, il prend un étage dans un hôtel 5 étoiles à Alger, etc. Il prend tout un étage et c'est l'Algérie qui paye. Etc. Il vient, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, sinon on vous fait ça, on vous fait ça, on vous fait ça, voilà. Hein. En Algérie, en plus des généraux de la prétendue présidence de la République qui sont en train d'assassiner l'Algérie, il y a au moins un assassin économique. Bon, il se fait tard. Là, maintenant, j'ai dit que je vais parler des droits de l'homme et de l'économie relations internationales. Maintenant, je vous ai dit ce qui s'est passé au Mali, c'est-à-dire les Maliens ont décidé de reprendre la souveraineté sur leurs ressources naturelles. En reprenant la souveraineté sur leurs ressources naturelles, donc, ils auront des chances d'améliorer le bien-être, les droits de l'homme et le bien-être des Maliens s'ils arrivent à imposer une monnaie, à s'affranchir de la monnaie, du franc CFA. C'est une information positive, hein, la loi, le gel de l'exploitation minière au Mali, c'est une loi, du moins c'est une information positive, mais tant qu'ils sont sous l'emprise de la monnaie du franc CFA, donc le chemin risque d'être encore lent. Donc aux États-Unis, les Américains ont voté une loi contre l'inflation qui favorise les droits de l'homme, alors qu'en France, ils sont incapables de faire ceci. La loi qu'ils ont votée aux États-Unis, il y a l'énergie, les soins de santé, la réduction de factures d'énergie, etc., la réduction d'impôts, etc., tout ça, hein, la réduction de déficit budgétaire, etc. Mais en France, ils sont incapables de faire ça, parce qu'ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas le flux, n'ont pas le pèse, n'ont pas le pognon nécessaire. Et, comme prévu, puisque j'ai dit il y a quelques jours de cela que certains notateurs mettent une étoile rouge à la dette française, le FMI vient d'avertir la France. Hein. Il lui a donné un avertissement. Et là, bon, continuez à faire ce que vous faites là, mais concernant le déficit public, la dette publique, etc., il faudra que vous serriez, sinon vous allez exploser. Plus la Banque Centrale Européenne qui est dans un magma de scandale avec les monnaies électroniques, les crypto-monnaies, etc., plus l'Allemagne, qui a demandé à la Banque Centrale Européenne de lui débloquer à elle seule et à elle toute seule et sans aucun État associé à l'Allemagne, pas 1 milliard d'euros, pas 50 milliards d'euros, pas 100 milliards d'euros,
pas 150 milliards d'euros, 200 milliards d'euros pour soutenir ces entreprises. La France est incapable. Je dis il y a assez longtemps que que l'euro est la monnaie allemande. Okay? Voilà. Donc maintenant, donc j'ai mis les droits de l'homme. Tout ça. 200 milliards, c'est pour l'économie allemande, c'est pour servir les droits de l'homme des Allemands. 3,5 trillions de dollars, hein, c'est-à-dire quelque chose comme 3500 milliards de dollars. 3500 milliards de dollars, je dis bien 3500 milliards de dollars. Aux États-Unis d'Amérique, c'est le prix de la loi. Voilà. La France est incapable. En Algérie, les droits de l'homme maintenant. N'oubliez, je rappelle que j'ai dit que parmi les deux fonctionnaires les plus à charger à fond sur la violation des droits de l'homme en Algérie, il y a le gouverneur de la Banque d'Algérie, du Gourbi d'Algérie, du four crématoire d'Algérie, de la Chambre à gaz, et l'actuel ministre des Finances et de l'Économie. Bien sûr, les autres ont une responsabilité jusqu'au cou, là, sur la dévaluation, etc., etc. Hein? Mais ceux-là, ces deux-là, celui de la santé aussi. Hein? Celui de la santé, je le dis, au-delà des personnes, etc. Hein? Au-delà des personnes. Au-delà des personnes. Je bataillerai. Hein? L'intervention de l'armée algérienne au Mali, au Niger ou à l'étranger, la santé, l'éducation en Algérie, je bataillerai fort. Je bataillerai fort. Maintenant, je viens au droit de l'homme. Par quoi devrais-je commencer mes mots sur les droits de l'homme? Par quoi? Tellement. Dois-je le commencer par la majorité? Dois-je le commencer par le patriotisme? Dois-je commencer par les condamnations à tort et à travers? Non, je préfère le commencer par ça. Je préfère le commencer par le dernier livre que j'ai lu. J'en ai lu. Hein. C'est un livre écrit par Stephen D. Levitt. Stephen D. Levitt, professeur d'économie à l'université de Chicago. Donc, il n'est pas professeur d'économie dans une université socialiste ou je ne sais pas quoi là. Hein. Et par Stephen G. Dubner, a former writer and editor at the New York Times Magazine. Un ancien écrivain et auteur dans le magazine de New York Times. The New York Times Magazine, hein, pas le quotidien de New York Times. Hein. Donc, c'est un livre écrit par Stephen D. Levitt, professeur d'économie dans le temple de l'économie aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire à l'université de Chicago, celle de Milton Friedman. Donc, ce titre s'appelle Super Freakonomics, Global Cooling, Patriotic Prostitutes and Why Suicide Bombers Should Buy Life Insurance. Donc, la super économie de l'effroi, Super Freakonomics, Global Cooling, c'est le refroidissement climatique. Hein. Refroidissement climatique et non pas le réchauffement climatique. Hein, parce qu'il faudra reprendre l'histoire de réchauffement climatique, refroidissement climatique. Actuellement, on parle d'anthropocène. Hein, on parle d'anthropocène. Global Cooling, Patriotic Prostitutes. Ça, c'est un livre d'Américain écrit sur l'Amérique, hein, sur les États-Unis d'Amérique. Les prostituées patriotes. Aux États-Unis d'Amérique, même les prostituées ont un sentiment patriotique, d'après ces écrivains. OK? Ensuite, Suicide Bombers Should Buy Life Insurance. Les kamikazes doivent
avoir des contrats d'assurance. Contrats d'assurance vie, bien sûr. En pensant aux attentats de septembre 2001, hein, c'est-à-dire quand c'est des pilotes qui viennent vous faire une connerie avec des avions et qui se suicident, comme ceux de les attentats kamikazes de Pearl Harbor, quand quelqu'un sait piloter un avion, qu'il décide de se suicider, euh, il faudra réfléchir à deux fois avant de le qualifier d'irrationnel ou de rationnel, de fou ou d'aliéné. D'aliéné. Il faudra réfléchir. Il pilote, il vient, il se suicide sur une tour avec un avion. Et c'est pour cette raison, s'il a une femme qu'il aime ou des enfants, il doit acheter une assurance vie pour leur laisser. Bon, ça c'est de l'économie. Maintenant donc, les droits de l'homme. La meilleure façon pour moi de les commencer, c'est d'aller vers la hauteur. Lounes Matoub a battu Hussein Ahmed dans l'une de ses œuvres. Là où il dit, Ahmed, en faisant allusion à la rencontre de Londres de 1985 entre Hussein Ahmed et Ahmed Ben Bella, il a dit, Lounes Matoub a dit, Ahmed el-Hussein mtafaqan daranta douklis dairiyan. C'est une œuvre en flamme contre Hussein Ahmed. Est-ce que Hussein Ahmed a fait rancune, a tenu rancune à Lounas Matoub? Non, au contraire. Hussein, il s'est élevé encore plus haut. Il a qualifié Lounas Matoub, après son assassinat, après sa prise en otage, d'homme emblématique. D'homme emblématique. Ensuite, Lounas a rencontré Hussein, etc. Ensuite, Lounas, après avoir rencontré Hussein, il a donné un autre sens à ses œuvres, etc. Bon, ça c'est Hussein et Lounas. Donc, nous allons rester dans ce niveau de générosité et d'absence de rancœur ou de ressentiment ou d'un autre sentiment de dédain envers certaines personnes. La nation algérienne, les Amazirophones, les Amazirs plutôt, pas les Amazirophones, les Amazirs du sud de l'Algérie, de l'Est, de l'Ouest, je dis bien, du sud de l'Algérie, de l'Est et de l'Ouest, doivent repenser à Mohamed Haroun. Doivent repenser à Mohamed Haroun et oublier certains autres là. Oublier ceci sans les effacer. Parce que Mohamed Haroun a fait de la majorité de l'Algérie une noblesse. Il n'a pas fait un business ou bien une ambition politique. Il a fait une noblesse, Mohamed Haroun. Ok? Quand j'étais enfant, 12, 13 ans, la première chanson, quand j'avais commencé à lire des livres, bien sûr, on m'a forcé, Dahman, paix à son âme, m'a forcé à lire des livres et d'autres, commençaient à nous apprendre des chansons. La première chanson que j'ai apprise à fredonner, la première chanson de toute ma vie, populaire, c'était Akshish de Attar de Farhati Mazirni Moula. C'est Mahlouf, un voisin, qui nous l'apprenait. Il était plus âgé que nous. Il nous apprenait à fredonner cette chanson. Akshish de Attar. Tum التفات الشراب تشوارخ مني دهنان تمطط السندوي تاع سعيد أقشش لي ودات غرغارتي لا سيسيني نغمان مي قالك من بوشمار يسري وقال يساولي يما ساميونا ذا عطار في دم الدورنا وياس etc. Bon, apprendre par cœur, c'est impossible pour moi. Donc ensuite,
il nous a appris ensuite. Ça, c'est Akhish Data, c'est la première chanson que j'ai apprise comme ça à Fredon. Ensuite, on l'écoutait à la radio. Ensuite, il nous a appris à fredonner Chérif Khaddam. L'œuvre de Chérif Khaddam, là où il dit Sleri Maten Atnadami Anna, Chérif Dfkas. Là où il chante Chérif Khaddam, il chante sa mère, là. Ami Fadni Kawen, Imam Fadni Kawen, c'est-à-dire mes seins sont secs, etc. Chérif Dfkas, etc. C'est Chérif Khaddam. Et Chérif Khaddam, parmi mes cousins qui l'admirent, le Chérif Khaddam. Ah, ça, c'est après, c'est venu après, quand je voyageais avec lui, de Boujlil à Alger, ou de Boujlil jusqu'à Alger, jusqu'à Belida, ou quelque chose comme ça. C'était Zoubir. Dans la voiture de Zoubir, Chérif Khaddam, c'était le Seigneur. C'était le Seigneur. Donc, Farhati Mazir Moula. C'est la première œuvre. Première chanson, c'est Akhish Data. Plus les autres. Ça, c'est après. Elles sont venues après. Amzarti, le déserteur. Hein? Pas de violence. L'œuvre là, je comprends pas les mots du poète libyen, Al-Mahrouk. Bon, bref. Farhat, Imazir al-Moula. Ensuite, il y a le Farhat du mouvement d'autonomie pour la Kabylie, ensuite de l'indépendance de la Kabylie, etc. Ben, il fait ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Le condamné à perpétuité, à mort. Voilà. Farhat, d'ailleurs, bon, je vais vérifier rapidement. À laquelle peine? Parce que les peines de mort et les perpètes tombent comme Farhat Mehni condamné. Farhat Mehni condamné à perpétuité. Ah. Quel est ce général qui a condamné Farhat à perpétuité? Parce que c'est un général qui condamne à perpétuité en Algérie. Ce sont les généraux qui condamnent à perpétuité en Algérie. Ce n'est ni le ministre de la Justice, ni les procureurs, ni les juges. Ni les procureurs, ni les juges, personne ne condamne à perpétuité. Ce sont les généraux qui condamnent à perpétuité. Ce sont eux. Ce sont eux, la justice, la loi, la force, la violence, tout. Condamner Farhat à perpétuité. Au motif qu'il porte à tête à la sécurité de l'État. Parmi les généraux les plus pourris, aucun n'a été condamné à perpétuité. Et pourtant, ce sont eux qui ont causé la ruine du pays. Quelle est la part de la dictature militaire dans le caractère de sous-développement qui frappe l'Algérie? Condamner Farhat Mehni à perpétuité? Ou bien c'est tout simplement, puisque la dernière session des droits de l'homme de Genève, à Genève, a donné les résultats qu'on connaît, elle a donné les résultats. Puisque ça fait longtemps là, hein, je ne veux pas revenir sur les droits de l'homme, etc. Puisqu'elle ne donne pas aucune conséquence, et puisque le nouveau commissaire a apparemment annulé sa visite en Algérie qui était prévue pour le 26 novembre, hein, 25 ou 26 novembre, il l'a annulé. Donc, continuez, c'est pas grave. Macron, continuez à violer les droits de l'homme, ça c'est Macron. Continuez à massacrer les droits de l'homme. Actuellement, je vais compter sur vous, les généraux algériens, pour que vous laissiez l'Algérie à ma disposition. À ma disposition. Ensuite, s'il y a un changement, quelque chose, moi je saurai comment prendre les Algériens
par le côté cœur pour leur dire ça, la mémoire et toutes ces salades-là de la mémoire. Alors, la mémoire de la nation algérienne, de la révolution algérienne doit être entretenue par le peuple. Quelle mouche quelle est cette folie, quelle est cette débilité qui vous a poussé à condamner Farhat à perpétuité? Quelle est atteinte à la sécurité de l'État? Non, dans sécurité de l'État, etc., vous mettez tout. Je vous rappelle, ça c'est Farhat Imazigh Moula. Pour moi, Imazigh Moula, c'est une institution. Hein? Imazigh Moula, le groupe Imazigh Moula, la bande de la troupe, dans laquelle il y avait un certain moment Zahir Adjou, il y avait Mohamed Wali Kizar, etc. Ah, c'est monumental, là. Hein? Oh. C'est pas toutes les années, c'est pas toutes les années, ce ne sont pas toutes les décennies que nous aurons des œuvres comme Ayman Asif Tcheir. Condamner Farhat, condamner tous ces gens, ces jeunes innocents qui ont été abandonnés sur le cours de ce mouvement dévastateur du Hirak. Le moment que torturés, violés, envoyés en prison, kidnappés, etc., leurs familles sont menacées, les condamner pour occuper de l'agitation parce que le FMI vous impose des lois, parce que actuellement c'est au tour de la Banque mondiale de vous imposer sa batterie de lois. Oh. Ah, aux généraux de l'état-major, c'est-à-dire ceux qui décident, parce que aux seigneurs, aux généraux seigneurs de l'état-major de l'armée, et à ces généraux qui sont tapis derrière la prétendue fausse retraite, etc., qui probablement tirent les ficelles, etc., pour sauver leur peau, je sais pas quoi, là. Qu'est-ce que ça vous fait de condamner des Algériens innocents? Innocents. On est un naïf abruti qui a été entraîné dans le truc de mouvement de manifestation, là, et qui a été abandonné par ceux qui l'ont mené dans ce mouvement de manif. Condamner des Algériens pour condamner toute l'Algérie et l'offrir à l'OTAN. Pour les généraux qui étaient incapables de remettre en cause l'article 6 de l'OTAN, de dire aux généraux de l'armée, vous êtes des généraux de l'armée, de l'OTAN. Vous êtes incapables de discuter de ça. Vous êtes incapables de discuter de, puisque c'est vous qui commandez tout, d'ordonner des discussions sur un hymne national bilingue pour reçu de la nation. Les droits de l'homme sont... J'ai traité des droits de l'homme avec l'inflation. J'ai honte de parler des droits de l'homme avec des chiffres, avec l'économie et des relations internationales. J'ai honte. Parce que même si je dois parler de droits de l'homme en économie, avec de l'économie, des relations internationales, c'est dans un espace académique, dans un espace universitaire. Moi, j'ai envie de parler des droits de l'homme comme l'a fait Alim Sili, dans son sens le plus noble. Je veux parler des droits de l'homme comme l'a fait Bertrand Russell, le mathématicien philosophe anglais. J'ai envie de parler des droits de l'homme comme l'a fait Hussein Ahmed, bien sûr, dans la grandeur de ce que Izerfen ou Gumdel sous-entendent. Je n'ai pas envie de parler des droits de l'homme de cette façon. Oui, d'un point de vue mathématique, d'un point de vue académique, je peux parler sous toutes les coutures. Mais là, j'ai envie de parler des droits de l'homme quand je veux. Quand
dans ma patrie. Les hommes et les femmes, eux sont libres. Ils sont aussi libres que les Américains qui font valoir leur droit à l'objection de conscience. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, il est temps que vous réagissiez. D'abord, par saisir l'OTAN sur l'article 6 et pour demander la surévaluation du dinar et la baisse de vos salaires. J'éviterai de tourner en rond sur la baisse des salaires, la surévaluation du dinar, etc., pour les droits de l'homme, pour l'avenir de la nation. Vous allez actuellement, oui, même si dans mes intentions, c'était de continuer à travailler, je l'ai vu verdier du FMI. Et Kristalina Georgieva, croyez-vous qu'ils ont ignoré ce que je leur ai fait et demandé les lettres? Non, ils le savent. J'ai envie de travailler avec David Malpass pour élargir les espaces de négociation pour ma patrie. Nous, le crétinisme militaire nous envoie sur de la connerie avec le Maroc. Chers compatriotes d'Algérie, ayez la patrie dans le cœur. Évitez de toucher jamais aux vies privées, aux dignités humaines. Et dites ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, actuellement, dans l'état actuel du fonctionnement de l'Algérie, dites le moins possible. Parmi les derniers livres que j'ai lus, il y a Under the Sky of Kaboul, sous le ciel de Kaboul. À Kaboul, il y a des universités. Actuellement, même c'est là les généraux qui organisent un séminaire sur les terres rares, alors que les universités algériennes sont incapables d'organiser un séminaire sur la loi des finances, sur la loi sur l'investissement, sur l'utilité, les effets de la dévaluation du dinar sur 20 ans. Les chiffres sont disponibles sur 20, sur 30 ans, au moins sur 10 ans. Ils sont incapables parce qu'ils ont peur, ou probablement aussi par incompétence. Les universités algériennes sont léthargiques. Sont-elles comme les universités de Kaboul? Question, département de Tamazir par-ci, par-là, département de Tamazir par-ci, par-là, dans tous les coins d'Algérie, dans tous les centres universitaires, il y a un département de Tamazir, de ceci et de cela, alors qu'il y a les enseignants, les étudiants sont incapables de débattre d'un hymne national bilingue. Soyons sérieux, chers compatriotes. Soyons sérieux, chers compatriotes. Aimons ce pays comme il a été, aimons notre patrie comme elle a été aimée par ceux qui l'ont aimé mieux que nous. Que Dieu vous bénisse.